Denis, vous nous donnez jusqu'à quelle heure? Ah, formidable, on a un quart d'heure. Je vous passe tout de suite la parole. Qui veut poser une question? Monsieur. Oui, moi j'ai un peu perdu toutes mes notions de biologie et je suis aussi perdu dans ce que vous racontez parce que vous dites que vous intervenez sur l'ADN, dans une cellule. Il y a des milliards de cellules. Donc je pense que vous n'intervenez pas, vous, sur les milliards de cellules. Pourquoi les choses continuent à se faire comme ça, du bon côté, quoi? Parce que les autres cellules pourraient aussi... là, je ne vois pas bien comment ça marche. Voilà. C'est de la base. Hein, ça, les milliards de cellules, elles ont toutes le même bouquin dans elles, d'accord? Donc, si c'est ça le sens de votre question, quand il y a le bouquin et une faute, toutes les cellules ont la faute. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on reprend une catégorie de cellules et on va guérir la catégorie de cellules qu'il est importante de guérir. Comment ça se propage? Vous parlez des cassettes qui se propagent, ou vous parlez de thérapie génétique? Attendez, on vous redonne un micro, sinon on ne vous entend pas. Merci. Oui, ce que je ne comprends pas, c'est comment, comme vous attaquez, enfin vous touchez quelques cellules, pas toutes, à la fois, vous. Comment elles vont se propager aux autres cellules? Alors, c'est basique, hein, je sais. Oui, dans mon cas précis, dans les traitements immunothérapies que nous développons, c'est relativement simple dans la mesure où on récupère les cellules du patient et on les met en culture. Donc on les multiplie et on les réinjecte. Après, on pense à thérapie aujourd'hui où on va injecter la nucléase directement chez le patient. Donc quand vous avez une maladie, vous n'êtes pas obligé de guérir. Quand vous avez une certaine maladie génétique, vous n'êtes pas obligé de guérir, par exemple, cette mutation dans le cerveau si cette maladie affecte le foie. Donc vous allez injecter votre nucléase et la cibler vers le foie. Les applications ciblées, c'est l'œil, par exemple. Si vous avez une dégénérescence maculaire, si vous avez un problème de rétine, très clairement, ces méthodes-là sont prometteuses parce que vous allez injecter tout ça dans l'œil et ça ne va pas aller partout, mais vous allez être content, vous allez modifier les cellules de l'œil. Si vous êtes sourd comme moi, vous allez arrêter d'avoir des appareils. Éventuellement, on va vous réimplanter, vous remodifier un gène dans l'oreille qui va vous permettre d'avoir les cellules. Ça va faire repousser les cellules ciliées, c'est ça? Ah bah, j'aimerais mieux qu'on m'ait fait ça à l'âge de 10 ans avant que mes cellules ciliées soient tombées. Là. Il y a deux méthodes. Soit maintenant, je peux espérer avoir de la thérapie cellulaire régénérative. Ça, c'est de la médecine régénérative. On va me réimplanter des cellules qui vont repousser et me refaire des cellules ciliées. Je vais réentendre. Mais là, c'est fichu. Je ne peux plus utiliser les thalènes. Il eût fallu que je le fasse à l'âge de 10 ans, quand je n'étais pas encore sourd. Qu'on protège mes cellules en mutant le gène dedans et en le changeant. Et elles auraient perdu leur fragilité, elles ne seraient pas tombées au fil du temps, comme ça. Donc voilà, et ça, c'est une bonne cible aussi pour ces thérapies-là, parce que c'est pareil, la cochlée, on peut l'atteindre facilement par microchirurgie, et on peut mettre des produits là-dedans sans que ça se diffuse partout. Vous êtes content de la réponse? Ça répond à ce que vous demandez. D'accord. Oui, Monsieur? Oui, j'aurais une question au professeur Berger. Le 17 novembre, il a été implanté, il y a eu une greffe de tête faite en Chine avec la collaboration d'un professeur, d'un neurochirurgien italien. Et j'aurais voulu avoir votre avis là-dessus. Ça, c'est un exemple flagrant du charlatanisme total. C'est-à-dire que ça ne repose sur aucune rigueur scientifique. Ce matin, en me réveillant, j'ai lu un article qui faisait la publicité de ça dans le quotidien du médecin, où il y avait juste un petit entrefilet qui rappelait qu'Hervé Schneeweiss, le président du comité d'éthique de l'INSARM, avait rappelé que tout ça, c'était à mettre à la poubelle. Donc, danger majeur, parce qu'effectivement, qu'il y ait de la publicité sur ces choses-là qui sont scandaleuses, non éthiques, et qui sont du charlatanisme, c'est absolument navrant. Donc, à mettre à la poubelle. Par contre, sur le même sujet, la greffe de peau à 90%, ça, c'est pas du charlatanisme.
Ça, c'est extrêmement important. Il y a 3 semaines, un enfant qui avait une maladie génétique, donc comme vous avez dit tout à l'heure, on a pris ces cellules, les a amplifiées et on l'a guéri. Ça, c'est de la vraie science, ça, c'est éthique. Et c'est ça le danger que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'avec ces charlatans qui disent n'importe quoi, on va tuer la vraie science rigoureuse qui apporte des choses aux patients. Donc il faut avoir cette rigueur de communication, parce que sinon on va faire peur et puis on va empêcher le progrès. J'aurais une deuxième question. Question sur la recherche. Depuis, on va dire, une dizaine d'années en France, il y a des protocoles qui sont de plus en plus contraignants en Europe, en France. Je vais souvent travailler en Chine, il n'y a aucun protocole pratiquement. Et j'ai travaillé par exemple sur la SEEG, donc la stéréoélectroencéphalographie, qui ne connaissait pas en Chine il y a 4-5 ans. Et au bout de 5 années, grâce à des expériences et à une évolution très rapide, les Chinois sont arrivés au niveau, on va dire, de la France sur les travaux, sur les nombres de patients implantés. Et ils font ça, on va dire, aussi bien sur une target qui est la stéréoélectroencéphalographie, mais ils sont partis pour faire la même chose dans d'autres domaines. Et du fait qu'ils n'ont aucune contrainte, ils vont aller, à mon avis, beaucoup plus vite que les contraintes actuelles en Europe. Alors, attention, ce que vous évoquez, c'est justement ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire est-ce qu'il faut libéraliser l'intervention sur le corps pour aller très vite et obtenir des résultats au bénéfice des patients, comme vous l'évoquez. Par exemple, de la Chine, ou ce qui s'est fait dans les pays de l'Est, par exemple, à un moment donné, toutes les entreprises pharmaceutiques ont été très vite faire des essais dans les pays de l'Est, ou en Chine, ou en Inde, parce qu'il y avait moins de régulation pour des médicaments classiques. Le résultat, il a été très simple. C'est très difficile de montrer qu'un médicament marche. Je vais vous raconter. Eh bien, en fait, ils sont tous en train de revenir, parce que quand on fait n'importe quoi sans rigueur scientifique, les résultats ne sont pas solides. Donc, en France, c'est quoi le seul avantage de la Chine actuellement? Il est très clair. Ce n'est pas du tout la régulation, puisqu'en fait, à la fin, on a des résultats qui ne sont pas rigoureux. C'est qu'ils ont plein d'argent pour la recherche que nous, on n'a pas en France. Donc actuellement, par exemple, tous les chercheurs californiens vont en Chine parce qu'il y a plein d'argent. Le séquençage humain, il se fait en Chine actuellement. Mais on sera sauvé. Je pense qu'il faut faire très très attention. C'est très complexe d'intervenir sur le corps. On peut très vite avoir des effets secondaires. Vous voyez, par exemple, il y a un très bel article dans Science. On a montré, Grenoble en a fait partie, que la neurostimulation pour la dépression, ça marchait. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? On a dit, mais est-ce qu'on a été bien rigoureux? Donc, il y a un essai qui s'est fait international, qui a stimulé les gens et puis qui a fait un double aveugle. Alors, vous vous rendez compte, faire un double aveugle, pareil en thérapie génique dans le cerveau. Je vous fais un trou dans le cerveau pour être un groupe contrôle. Et c'est quoi la conclusion? Elle est effroyable, la conclusion. C'est qu'en fait, la neurostimulation, ça ne marche pas dans la dépression, parce que c'est un effet placebo de stimuler et de mettre quelque chose dans le cerveau. Donc vous voyez, on avait tous été trop vite, et qu'en fait, il faut des protocoles extrêmement rigoureux, et il faut de l'argent pour ces protocoles. Mais du coup, ce qui se fait en Chine actuellement, la dérégulation que pousse la Chine, mais que demandent certains marchands du temple, du transhumanisme, à la fin, ça ne donne pas des résultats solides pour les patients. Et vous voyez, avec toutes les barrières qu'on a, on a encore des effets secondaires qu'on découvre après des centaines de patients traités. Donc je pense qu'il ne faut pas arrêter ces barrières. Il faut que dans les méthodologies des essais, on puisse faire des essais compassionnels, comme ça a été dit aux États-Unis, qui vont peut-être plus vite, des fois en transférant sans trop d'expérimentation animale, parce que l'animal n'est peut-être pas tant prédicteur de l'efficacité, mais dans ces conditions-là, il faut qu'on soit surveillé. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une instance où on peut rendre compte. J'aurais une question qui prolongerait celle de monsieur, et vu ce que vous venez de dire, est-ce que vous pensez qu'on n'a pas arrêté de parler de la Chine? Parce qu'effectivement, il y a de l'argent et il y a beaucoup de scientifiques et d'ingénieurs qui je ne vais pas dire qui prolifèrent, mais qui y exercent. On a vu ces derniers temps aussi qu'il y avait eu énormément de fraude dans les publications, et que l'Académie des sciences de Chine non seulement l'a reconnu, c'est même dans l'agence Chine Nouvelle, donc ça a été autorisé au plus haut niveau de l'État certainement que cela soit dit. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir un phénomène de régulation à l'intérieur même du système chinois? Parce que ce que vous venez de dire, ça se dit ici à Saint-Tropez aujourd'hui, mais ça peut se dire à Londres et ça peut se dire à San Francisco. Donc,
au bout d'un certain temps, la crédibilité même des chercheurs est en cause. Il y a certainement des Chinois qui ont envie quand même de faire des très bonnes choses pour leur propre peuple et qui ne fraudent pas. Donc comment faire la différence entre le bon grain et l'ivraie ? C'est exactement ce qui est en train de se produire. C'est-à-dire que ce qu'on sait de l'histoire de la Chine des 5 à 10 dernières années, c'est qu'on ne fait pas de grandes découvertes en faisant de l'expérimentation sur les prisonniers ou les gens condamnés à mort. Et en fait, la Chine, actuellement, est en train de se doter d'une régulation comme on a en Europe ou comme il y a aux États-Unis. Donc il se passe exactement ce que vous dites. C'est-à-dire qu'en fait, la Chine a incorporé qu'une mauvaise méthodologie de recherche clinique, ça ne marche pas en fait. Si on n'a pas de rigueur, on n'a pas de résultat. Donc ils sont en train en fait, d'introduire tout ce qu'on a en France, d'autant plus qu'il y a énormément de chercheurs, on va dire américains, qui sont arrivés, qui sont formés à ça. Donc là, je serais très optimiste. La recherche, c'est une activité mondiale. Il est sûr que la recherche fondamentale, en tout cas, a une portée mondiale. Et en Chine, on a, à l'heure actuelle, les leaders, les chefs d'équipe sont quasiment tous des gens qui reviennent des États-Unis ou d'Europe ou qui ont passé du temps à l'étranger, qui parlent parfaitement anglais. Et donc, on va arriver à certainement des régulations beaucoup plus homogènes entre les différents pays de la planète à terme. À l'intérieur de la science et de l'académie, on n'a pas de raison que ça dérape plus qu'avant. On s'aperçoit de plus en plus de problèmes. Il faut savoir que quand on sort les problèmes, c'est aussi qu'on les règle des fois. Voilà, il faut mieux en parler que de ne pas en parler. Mais donc moi, enfin, de ma connaissance personnelle d'avoir interagi avec des Chinois, j'ai vu une évolution profonde. On avait des bouillies affreuses il y a 10 ou 20 ans faites par les chercheurs chinois. On a des travaux de très très bonne qualité maintenant. Et donc là, on a qualité et quantité en Chine, pour moi, sur tous ces aspects-là. Mais il n'empêche qu'autour de tout ça, on a des tas de problèmes de charlatans, effectivement. Voilà. J'aimerais citer une phrase que vous m'aviez envoyée par mail, et puisque le sujet de ce week-end, c'est l'innovation. Vous m'aviez écrit « Une chose dont je reste fermement convaincu est que la société a besoin d'experts académiques indépendants qualifiés, entre parenthèses, bien payés, surtout bien soutenus, fermez la parenthèse, sinon il n'y aura plus d'innovation et on court de gros risques. » Alors... Ah oui, c'était pour vous, mais je sais pas. Non, j'ai eu beaucoup d'occasions d'aller travailler dans les entreprises privées et je suis resté un chercheur académique et je suis persuadé que ce que je fais est important. Pas à aussi court terme que ce que fait mon collègue de gauche qui guérit des gens à l'heure actuelle, aujourd'hui même. Ça, c'est sûr, mais je pense que ce que je fais est important pour le futur. Et effectivement, je le fais bien parce que j'ai travaillé pendant des années, j'ai fait une thèse comme lui d'ailleurs, et donc j'ai acquis des fondements de connaissances assez solides. La démarche éthique, c'est 3 choses, c'est circulaire. C'est des intuitions. Au départ, on aime ou on n'aime pas. Vous aimez les OGM, vous n'aimez pas les OGM, vous voulez les manger, vous ne voulez pas les manger. Vous voudriez être guéri par les protocoles si vous avez une leucémie, vous préférez mourir. C'est votre libre arbitre, vous devez absolument le garder. La démarche éthique, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir de vos intuitions éventuellement extrêmes et essayer de mieux comprendre le fond des choses. Et ça, c'est le rôle de l'expert scientifique. L'expert scientifique va vous donner un avis sur le fond des choses. Et à partir de là, vous allez placer votre jugement par rapport à des lois absolues, des jugements absolus. Vous devez, en science, avoir une attitude juste et bonne. Le problème, c'est que c'est un peu compliqué. Vous ne devez pas nuire à autrui. Vous ne devez pas entraver la liberté d'autrui. Ce sont des principes éthiques de base et vous devez ne pas faire des choses, si possible, non naturelles, parce qu'il est quand même mieux de faire des choses naturelles. On sait que... voilà. Donc ça, c'est le fondement de votre démarche. À partir de là, quand vous avez connaissance à la fois des faits ce qui se passe réellement, ce qui se fait réellement et ce qui est bien et pas bien, vous allez changer votre vue des choses,
vous allez communiquer. Donc c'est une démarche circulaire dans laquelle l'expert scientifique a un rôle crucial puisqu'il est au centre de la définition des faits, de ce qui se passe réellement. Et l'expert scientifique est bon s'il fait lui-même. S'il ne fait pas lui-même, il ne connaît pas le fond des choses. Quelqu'un qui n'a pas fait des années de recherche ne peut pas donner un avis d'expert scientifique éclairé sur quelque chose. Donc, pour résumer, si on diabolise ces affaires d'OGM dont on parle aujourd'hui, si on dit on ne veut pas en entendre parler en Europe et donc on ne fait pas non plus de recherche dessus, nous n'allons plus avoir d'experts pour savoir si c'est bien ou pas bien. Et donc, ça va nous poser des problèmes beaucoup plus graves que de continuer à être des acteurs importants en recherche. Et pour être des acteurs importants en recherche, il faut qu'on ait de l'argent. Voilà, c'est quelque chose... Et on va s'arrêter là, parce que franchement, ce que vous venez de nous dire, c'est pas souvent que c'est aussi bien exprimé de la part d'un scientifique. Merci.